bouquet, c'était de faire un tour du monde. Vraiment, c'était ce rêve-là qui m'habitait depuis que j'avais 14 ans. Je voulais partir, moi, en tour du monde à vélo, mais je me suis tout de suite vu qu'il y avait un problème. Un tour du monde à vélo, c'est bien gentil, mais avec la mer et l'océan, ça posait problème. Donc c'était compliqué. Je me suis dit, la première solution, l'avion, mais l'avion, est-ce qu'on pouvait toujours parler d'un tour du monde à vélo à ce moment-là? J'avais là un problème d'esthétisme qu'il fallait que je résolve. Je me suis dit, tiens, comment je peux faire pour essayer de pas prendre l'avion, pour essayer d'aller avec un moyen cohérent avec le vélo que je prends pour traverser les continents. C'est là que j'ai entendu parler de possibilité de faire du voilier stop, c'est-à-dire monter en tant qu'équipier sur les voiliers en partance pour l'autre bout de l'océan. Donc l'Atlantique, au moins, je me suis dit, tiens, j'allais faire ça au moins en partie, donc vélo pour les continents, ok, petite partie au moins avec le voilier stop, puis le reste, je verrai en avion probablement, etc. C'est à ce moment-là que je suis tombé sur un autre bouquin, celui de Mike Hearn, Latitude Zéro. Et du coup, ce type-là, il m'a montré un peu la voie du purisme dans ce thème du sans moyen motorisé. Et moi, puisque j'avais les moyens à ma disposition, c'est-à-dire un vélo et du voilier stop, et qu'il suffisait de les pousser à l'extrême pour, à mon tour, faire ce tour du monde sans aucun moyen motorisé, cette idée m'a plu, donc je me suis engouffré. Mais c'est qu'à l'âge de 28 ans, c'est-à-dire 15 ans après avoir commencé à rêver de ce projet, que j'ai donné le premier coup de pédale. Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité, nous dit Antoine de Saint-Exupéry. Bonjour à tous, je suis Pierre-Arnaud d'Estremaux, voyageur et aventurier à mes heures perdues. J'ai créé le podcast Un bol d'air avec pour seul but de vous faire découvrir la face cachée de la vie des plus grands aventuriers, voyageurs et sportifs de ce monde, pour connaître tous les engrenages et les rouages qui façonnent finalement l'image publique que nous avons d'eux. L'idée est très simple, prendre 1 heure de leur temps pour vous partager les anecdotes les plus folles et vous faire rêver un peu. Bonne écoute! Bonjour à tous, aujourd'hui j'accueille Olivier Père. Bonjour Olivier. Bonjour. Je prononce bien, on dit Père, c'est ça? On dit Père, ouais, c'est ça. On dit Père, parfait. Ouais. Dans le sud-ouest, il dit Père. Mais... Père? Bon. Ouais, j'ai passé quelques années là-bas en tant qu'ingénieur aéronautique, mécanique d'aéro. Du coup, j'avais les clients au bout du fil, c'était Olivier Père. Voilà. Donc ça dépend de la région de la France. Ok. Tiens, Olivier, tant qu'on y est, est-ce que tu peux te présenter en quelques minutes, comprendre qui tu es? J'ai 39 ans, je suis né à Grenoble, j'ai vécu une bonne partie de ma vie à faire des études comme tout le monde, et puis moi je me suis orienté dans des études longues vers des études d'ingénieur en aéronautique, mécanique, et puis spécialisé dans l'aéronautique, parce que j'aime tout ce qui vole, ça me faisait rêver. Et puis à force de faire un peu d'ingénierie dans l'industrie aéronautique, je me suis vite rendu compte qu'en fait je voyais pas les choses qui volaient du tout. J'allais même pas dans les avions. En fait, je me cantonnais à remplir des grands tableaux Excel et autres foutaises de ce genre. Et un jour, je me suis réveillé. Je me suis rappelé mon rêve d'enfance qui était de partir autour du monde à vélo. Et du coup est née une grande aventure que je vais vous raconter là. Enfin, voilà. Excellent. Et donc là, aujourd'hui, tu es basé où ? Alors là, je suis retour dans les environs grenobloises, entre Grenoble et Namur, où je suis sur un chantier. Actuellement, je suis sur le plateau de Namur. Là, on est en plein chantier confinement d'aménagement d'un fourgon afin de mêler un peu le nomadisme avec le sédentarisme, ce que j'appelle du micro-nomadisme. Ce qui va me permettre, en fait, le fourgon, il va me permettre de vivre à l'année dans le département des Hautes-Alpes où je souhaite habiter, mais plutôt qu'habiter dans une maison qui bouge pas du tout, j'aime bien avoir l'idée d'une maison qui bouge un petit peu. Donc voilà. C'est-à-dire en gros je bouge mon fourgon de temps à autre, mais pour habiter ici ou là, mais dans un même département. C'est-à-dire que je dépasserai pas. On va rester dans un carré de 100 km maximum de côté. Et du coup de rester habité dans une même région. Mais disons voilà, moi je constatais au retour de ce tour du monde qui a duré plusieurs années que je me suis mis à habiter dans un appartement de nouveau avec des murs qui bougeaient pas du tout, et quand il fallait aller dans un endroit intéressant,
Et j'allais à cet endroit et puis le soir venant, je revenais chez moi, donc je faisais un aller-retour. Et en fait, je trouvais que le retour, il servait pas à grand-chose, alors que ce coin sympa où j'étais allé, si je pouvais y rester, je sais pas moi, la nuit, plusieurs jours, ou voire une semaine, 2 semaines, je pouvais carrément y habiter et du coup c'était sympa, quitte à revenir plus tard à l'endroit où j'étais avant, mais que j'ai cette liberté là de pouvoir y rester dans ces endroits sympas. Et du coup, la solution est venue de mes nombreuses pérégrinations en voilier stop. Et je me suis dit, si j'avais la même chose qu'un voilier, mais sur la terre, je pouvais amener mon habitat avec moi un peu n'importe où. Et du coup, c'est comme ça que je me suis dit, un voilier sur la terre, en fait, c'est un fourgon aménagé, c'est une sorte de camping-car, mais pas camping-car, un truc que j'aurais fabriqué moi-même, voilà. Et donc, effectivement, on discute aujourd'hui parce que tu as fait un voyage assez particulier. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu la genèse de ce voyage? Alors, ce projet, pour moi, c'est venu quand j'avais 14 ans. En fait, j'ai vu mon grand frère partir à vélo à l'autre bout de la France. Et à son retour, on lui offre un livre que je m'empressais de lui piquer. Et en fait, dans ce livre était décrite l'histoire d'un tour du monde à vélo. J'ai trouvé l'idée tellement géniale qu'il fallait absolument que je fasse un jour. Et du coup, on part pas pour un tour du monde à l'âge de 14 ans, donc j'ai fait comme tout le monde et j'ai repris le chemin de l'école. Parce qu'en fait, je me suis aperçu que effectivement, il était urgent de m'équiper, non pas seulement en matériel, mais aussi en connaissances. Et du coup, pour faire un tour du monde comme ça, voilà, il fallait d'abord que je retourne à l'école, que je passe mes diplômes et que je fasse ma scolarité et que je puisse partir armé, au moins en connaissance sur un tour du monde aussi, sur un projet aussi ambitieux. Mais du coup, les années ont passé et avec les années, il y a eu des idées qui sont venues. Il y a eu d'abord, je me suis mis au parapente et ce genre de sport passion, quoi. On peut difficilement s'en passer pendant de longues années que prendrait le projet. Mais avec le temps, les évolutions techniques ont permis de prendre avec moi un parapente parce que au départ, ça pesait 15-18 kilos. Et aujourd'hui, on arrive à des parapentes qui pèsent plus que, à l'époque où je suis parti, on arrivait à 5 kilos. Et juste pour donner un ordre d'idée, là, je suis parti au Lesotho pendant 3 semaines en vélo et parapente toujours, et j'avais une aile cette fois qui pesait plus que 1 kilo. Et donc, on arrive à des trucs assez miraculeux. Mais bref, tout ça pour dire que il y a eu cette première idée qui est venue. Et ensuite, deuxième chose, je voulais partir, moi, en tour du monde à vélo, mais je me suis tout de suite vu qu'il y avait un problème. Un tour du monde à vélo, c'est bien gentil, mais avec la mer et l'océan, ça posait problème. Et donc c'était compliqué. Je me suis dit, la première solution, l'avion, mais l'avion, est-ce qu'on pouvait toujours parler d'un tour du monde à vélo à ce moment-là? Et du coup, j'avais là un problème d'esthétisme qu'il fallait que je résolve. Et donc je me suis dit, tiens, comment je peux faire pour essayer de pas prendre l'avion, pour essayer d'aller avec un moyen cohérent avec le vélo que je prends pour traverser les continents. Et c'est là que j'ai entendu parler de possibilité de faire du voilier stop, c'est-à-dire monter en tant qu'équipier sur les voiliers en partance pour l'autre bout de l'océan. Donc l'Atlantique, au moins, je me suis dit tiens, j'allais faire ça au moins en partie, donc vélo pour les continents, ok, une petite partie au moins avec le voilier stop, et et puis le reste, je verrai en avion probablement, etc. Et c'est à ce moment-là que je suis tombé sur un autre bouquin, celui de Mike Horn, Latitude Zéro. Donc là, dans cette aventure, cet aventurier a fait le tour du monde, lui, en suivant strictement la ligne de l'équateur, sans aucun moyen motorisé, à aucun moment. Et du coup, ce type-là, il m'a montré un peu la voie du purisme dans ce thème du sans moyen motorisé. Et moi, puisque j'avais les moyens à ma disposition, c'est-à-dire un vélo et du voilier stop, et qu'il suffisait de les pousser à l'extrême pour, à mon tour, faire ce tour du monde sans aucun moyen motorisé, je me suis dit, là, ça serait raccord. Donc, cette idée m'a plu, donc je me suis engouffré, mais c'est qu'à l'âge de 28 ans, c'est-à-dire 15 ans après avoir commencé à rêver de ce projet,
que j'ai donné le premier coup de pédale. Voilà, en 2008. Ok, donc le projet a eu lieu 2008, d'accord. Donc 2008, je pars avec l'idée de faire ce tour du globe sans moyen motorisé. J'avais prévu 4 ans à ce moment-là. Ouais, non, j'allais dire 4 ans, c'est conséquent comme temps. Tu t'étais dit ça parce que tu imaginais que le temps de faire le tour, ça prendrait ça? Ou t'avais pris de la marge? Comment ça s'est passé pour estimer ces Alors, 4 comment j'ai années? estimé les 4 années? D'abord avec une certaine dose d'envie, parce que en fait, avoir attendu 15 ans pour faire mûrir ce projet, ça m'a donné une telle détermination au moment des départs que je voulais partir d'abord longtemps, parce que je voulais vraiment m'y engouffrer. C'était pas juste un projet parenthèse entre deux. Voilà, c'était vraiment quelque chose, l'œuvre de ma vie en quelque sorte. Donc j'avais vraiment une détermination à toute épreuve qui m'a d'ailleurs permis de passer tous les obstacles qui sont présentés à moi par la suite. Du coup, ces 4 ans, en fait, ils ont été prévus parce que majoritairement, j'ai posé la carte du globe et j'ai regardé un peu comment on pouvait traverser les océans. Et avec les saisons, il faut savoir que être équipier sur les voiliers, faire du voilier stop, c'est d'abord fonctionner avec les saisons et les routes saisonnières des voiliers. Et du coup, en juxtaposant les visas plus les routes saisonnières des voiliers, ça me donnait un minimum de 4 ans pour être à peu près dans les clous et être relativement confortable. Ok. Donc tu décolles en 2008 avec objectif de dire j'en ai pour 4 ans jusqu'à fin 2012. Exactement. Donc je suis parti et puis en fait au bout de 2 ans et demi, je me suis retrouvé en Nouvelle-Calédonie où j'avais une proposition de rester en Calédonie sur un an, avec un job à la clé, etc. Il faut savoir qu'à ce moment-là, j'avais ma compagne du moment, qui était avec moi et qui avait envie aussi de faire une expérience professionnelle sur le Caillou, comme ils appellent ce pays, la Grande Terre. Donc on est resté en Calédonie un an, mais c'était une chose qui n'était pas prévue dans mon voyage. Je me suis dit, si je reste en Calédonie un an et je me permets ça, et j'ai aussi envie de me donner un petit peu plus de temps en Nouvelle-Zélande, en Australie, et du coup je me suis donné un an en Nouvelle-Zélande, un an en Australie, et plus 6 mois au Vanuatu, et résultat, je me suis dit, bah non, je vais doubler cette période de 4 ans, et je prendrai 8 ans pour compléter ce tour du monde sans moyen motorisé. Quand tu dis que tu restes un an en Nouvelle-Calédonie, puis encore un an en Nouvelle-Zélande, puis encore un an en Australie, tu y passes du temps, du coup, je suppose, avec un travail local. Donc tu mets en pause le projet pendant ce temps-là? En fait, on pourrait dire que je le mets en pause, mais dans ma tête, j'étais pas en pause, j'étais en voyage, et ça fait partie du voyage, ce genre d'expérience où le voyage, il n'est pas que dans une mobilité géographique, il est aussi dans une mobilité dans la tête, des expériences, le voyage immobile, comme dirait Tesson dans sa cabane au fond du Baïkal. Donc c'est une nouvelle expérience, c'est un truc, c'est même nouveau dans le voyage que de rester dans une même géographie. C'est-à-dire, il y a des tas de choses que j'avais envie de vivre dans ce voyage, notamment pouvoir dire à des gens que je rencontre, des gens locaux de tel endroit, pouvoir leur dire, ah ben dans un mois, si vous m'invitez, enfin si les gens m'invitent dans un mois, par exemple pour un mariage ou autre, et ben de leur dire oui, je serai là, et non pas comme à chaque fois que j'étais mobile et nomade constamment. De leur dire, bah non, je serai dans un mois, je serai dans 1000 ou 1500 km d'ici, donc ce sera juste pas possible de se voir. Donc ça m'a permis de vivre des choses inédites, quoi. Et ça, c'était vraiment très précieux. Et donc t'es rentré au total, tu m'as dit, après 8 ans, donc t'es rentré en 2016, si mes calculs sont bons. 2015, du coup, bah, j'ai pris un tout petit peu d'avance là-dessus. Le 29 décembre 2015, je crois qu'il était 14h30 quand j'ai passé la ligne d'arrivée. Donc à ce moment-là, bah, j'avais traversé 105 000 kilomètres. Donc j'ai pu voir, je sais pas, des choses, vraiment des milliers de gens de tous les horizons. Et, bah, ça faisait 2727 jours que j'étais sur les routes. Et donc 2727 univers qui se changeaient chaque jour quasiment, sauf les temps où je restais au même endroit. Mais voilà, c'était assez beau.
Mais incroyable. Alors attends, parce que du coup, maintenant qu'on a parlé de la durée, la consistance de ce projet, c'était, tu m'as dit, il y a eu du parapente, il y a eu du vélo. Alors explique-moi voilà, la totalité finalement des moyens de transport que tu vas utiliser pendant cette année. Alors, l'idée, c'était de vraiment boucler ce tour du monde. L'idée, c'était de faire un tour du monde. Vraiment, c'était ce rêve-là qui m'habitait depuis que j'avais 14 ans. Aujourd'hui, cette idée-là, elle est peut-être un petit peu galvaudée par ces billets tour du monde qu'on voit fleurir de partout, qu'offrent les agences de voyage, donc en avion. Moi, je m'étais quand même attaché à faire ce tour du globe, ce tour de la planète Terre qui était, ça représente pour moi, si tu veux, le voyage ultime, moi qui m'intéresse beaucoup à tout ce qui est à la cosmologie, enfin l'astronomie en général. Euh, du coup, je me disais, bah, j'étais féru de science-fiction quand j'étais gamin. Je me suis dit, faire le tour de la planète, c'est le voyage le plus proche possible de ce que nous offre de ce que m'offrait la science-fiction quand j'étais ado. Et finalement, voilà, c'est faire le tour de cette planète qui tourne elle-même autour du Soleil, qui tourne elle-même autour de la galaxie, etc. Donc je trouvais ça assez fabuleux. Donc vraiment, je m'attachais fortement à ça. Et le faire avec mes propres moyens, des moyens très humains, accessibles par tout le monde. Tout le monde a fait du vélo sur notre planète, enfin quasiment. Tout le monde a accès à un vélo au moins. C'est quelque chose de très très accessible et me débrouiller avec une sorte de système D pour traverser les océans, à savoir le voilier stop. Parce que oui, effectivement, bah, traverser les océans, c'est bien gentil, mais un vélo, ça flotte pas. Donc je m'étais dit ça. Le voilier est venu assez vite. Mais en fait, j'avais pas de voilier. Donc par contre, je savais faire du stop. Et c'est comme ça que je me suis dit que j'allais faire du voilier stop. Et ça, cette approche système D, elle fait partie de mon ADN de voyage. Elle est pour moi très synonyme avec le voyage. Pour moi, un voyage, s'il est tout prévu avec des billets, des hôtels dans lesquels on va, etc., pour moi, ça ne représente plus le voyage. Pour moi, le voyage, il faut qu'il y ait une énorme dose d'imprévu. Même si globalement, je savais où j'allais et je savais comment j'allais plus ou moins accomplir les grandes étapes, il fallait que quotidiennement, je sois dans une surprise quotidienne, ce qui m'aidait à goûter à la magie de la vie, quoi. Et alors, quand tu parles de parapente dans ton voyage, j'arrive même pas à visualiser. Ça veut dire quoi? Alors oui, donc j'avais le oui, pardon, je me suis un peu perdu. Donc j'avais le vélo pour les continents, ça c'est facile. Le voilier stop pour les océans, on le comprend parce qu'il fallait que je réponde à cette problématique esthétique de l'avion. Et le parapente, c'est ce sport passion que j'ai vécu quand j'ai eu 21, que j'ai connu quand j'avais eu l'âge de 21 ans. Donc je suis parti 7 ans plus tard et en fait je pouvais difficilement m'en passer sur les 4 années qu'allait prévisionnellement durer ce voyage. Donc je me suis dit que j'allais le prendre avec moi étant donné qu'il ne pesait plus que 5 kilos. Alors est-ce qu'on avance avec le parapente? La réponse est pourquoi pas, mais c'est périlleux. Donc j'allais pas en faire un moyen de locomotion privilégié. C'était plutôt dans une approche où j'avais mon parapente avec moi et lorsque je voyais à droite ou à gauche de ma route une belle montagne, je laissais mon vélo dans un buisson chez des gens ou voilà et j'allais grimper cette montagne. Ça me prenait quelques heures, plusieurs jours parfois, et je décollais du haut de la montagne et je retrouvais mon petit vélo après avoir atterri à côté de lui. Et voilà, ça me permettait de rajouter beaucoup de magie dans ce voyage. Donc de voir le monde d'en haut, en plus de le voir depuis un vélo et un voilier. Donc j'avais ces trois thématiques du vélo, voilier, parapente. Et tu t'es jamais dit qu'éventuellement, bah alors le vélo est quand même un peu lourd, mais de prendre ton vélo sur l'épaule et d'aller faire quelques kilomètres avec ton parapente pour te faire gagner du temps? Alors c'est dommage que nos auditeurs puissent pas voir les images, mais en fait il y a un jour où je me suis, en fait il y a eu 2 jours, il y a eu 2 étapes à ça. Je te racontais la première étape. Je te ramène on est en juillet 2000, en août 2009. Et là, j'ai Nadège, ma compagne que j'ai rencontrée 3 mois avant le départ, qui est venue depuis 3 mois justement. Elle est venue m'accompagner sur ce voyage sur une petite période de temps et elle est arrivée au sud du sud Lipèze, de la Bolivie. Elle m'a rejoint là et on a grimpé ensemble jusqu'à 5000 mètres d'altitude
dans le désert du sud d'Ipèze. Alors moi, j'avais regardé la carte rapidement, j'avais vu qu'il y avait une piste qui passait, tout va très bien. Sauf qu'en fait, la piste, c'était du sable. Et quand on est en 4x4, tout va bien. Quand on est sur un vélo chargé à 60, 65, 70 kilos comme étaient les nôtres, rempli de nourriture pour 10 jours, et ben en fait les roues du vélo s'enfoncent dans le sable et il faut pousser à 5000 mètres d'altitude, là où il fait moins 28 degrés la nuit, et là où on a parfois des tempêtes de sable, souvent de face, parce que quand on est à vélo, le vent est toujours qu'on passe, quoi qu'on fasse, même si on fait demi-tour. Et du coup, il fallait pousser ce vélo et on met plus de 3 semaines à traverser ce désert pour arriver jusqu'à la ville suivante. 3 semaines, ce qui veut dire qu'on était short en nourriture et du coup on s'est mis à faire de la nourriture stop, comme on appelle ça. En fait, il y avait des 4x4 de touristes qui passaient et du coup on les alertait, on leur faisait coucou, ils s'arrêtaient, on faisait donc on voulait leur demander de leur acheter à manger, quoi. Et puis en fait, quand ils commençaient à nous demander ce qu'elle était notre histoire, on se retrouvait avec une telle masse de nourriture qui était généreusement offerte gracieusement que on a vite vu ici là un filon qui était peut-être pas très moral, mais en tout cas qui faisait du bien au ventre et qui nous a permis de traverser. Donc au bout de 3 semaines, qui étaient extrêmement difficiles et éprouvants physiquement, en tout cas par rapport à tout ce qu'on avait connu avant jusque-là, on arrive devant un immense lac salé. Donc c'est un lac, c'est une ancienne mer asséchée qui s'appelle le Salar d'Uyuni. Le Salar d'Uyuni, c'est 200 km de diamètre de sel qui parfois a un petit peu d'eau dessus, et là en l'occurrence n'avait pas un pet d'eau, donc il n'y avait pas une goutte d'eau dessus, et c'était une immensité blanche de sel, donc dur, sur lequel on roule parfaitement, et ça fait un bien fou de pouvoir pédaler. Et de l'autre côté de ce lac, on a la première ville, Uyuni, où on sait qu'on va pouvoir avoir enfin une soupe et une douche et tout ça, quoi. Et ça fait 1 heure qu'on roule, et là on décide de s'arrêter. Je dis à Nadège, moi j'aime bien prendre des photos là avec le parapente, ça peut être vraiment sympa. Je sors le parapente, je me mets dessous, tu prends des photos, juste moi le parapente et le lac. Voilà, donc on commence à prendre des photos, et puis en fait j'avais laissé mon vélo sur la béquille, et j'ai réussi avec le parapente à m'approcher du vélo, et je me suis dit allez tiens, je vais même essayer de monter dessus. Et du coup je monte sur mon vélo. Et là, j'arrive à rouler un petit peu de l'avant, le parapente au-dessus de ma tête. Alors, c'est plutôt genre de truc qu'on ne fait pas avec un parapente, mais j'arrive à me débrouiller pour que ça reste à peu près stable. Et puis, il y a un moment donné où le parapente, il tombe vers la droite. Il est en train de tomber. Je me suis dit, bon, bah, c'est terminé. Je vais me casser la gueule, quoi, mais c'est pas grave. Et en fait, j'arrive à me débrouiller pour retomber de l'autre côté et à changer de direction. Et là, je m'aperçois que l'aile est en train de me tracter. Et me traque de plus en plus fort et de plus en plus rapidement, à la manière d'un kite sur l'eau. Et il me tracte pile dans la direction de la route de la ville de Salar de Uyuni, qui est 200 km plus loin. Et du coup, je vois le compteur de vitesse 20, 25, 30 km. 30 km heure, et du coup je file pendant 5 bonnes minutes, quoi. Je fais 1 km, 2 km, 3 km. Et là, c'est à ce moment-là que je me rappelle qu'en fait, j'ai oublié quelqu'un derrière, donc je parviens à faire un petit demi-tour, et j'arrive à virer de bord littéralement et à revenir vers Nadège, qui me hurle de loin Olivier, comme ça. Et je me dis bon bah elle va m'engueuler parce que je l'ai abandonné derrière, et en fait pas du tout. Elle me hurle Olivier, j'ai cassé mon pédalier, me dit-elle. Alors elle a cassé son pédalier, ça veut dire tout simplement qu'elle peut pas pédaler, mais par contre le vélo peut rouler. Simplement, on peut pas le propulser en pédalant. Je dis pas de problème. Ouais. Je prends son vélo, elle prend le mien, qui est un peu trop grand pour elle. Du coup, j'attache derrière le vélo que je prends, c'est-à-dire le sien cassé. J'attache une ficelle avec une vieille bouteille plastique afin que ça fasse poignée, si tu veux. Et je commence à démarrer avec le parapente sur le vélo. Et j'arrive à prendre une certaine vitesse, et c'est à ce moment-là qu'elle parvient à attraper la bouteille derrière, et du coup nous voilà partis à plus de 35 km/h, tous les deux, sur le Salar, pendant 6h30 sans un seul coup de pédale. Et là
Là, c'était un moment complètement unique où je réunissais à la fois les thématiques de vélo, de voilier stop, et enfin de voilier quoi, et même de voilier stop vu que Nadège était en tant que passagère là-dessus, et du coup le parapente qui m'a permis d'avancer à ce moment. Et voilà, donc ça c'était vraiment les trois thématiques de ce projet que j'ai appelé par la suite En route avec elle, que j'écris AILE parce que j'étais avec l'aile de parapente. Mais c'est que au moment de choisir le titre de mon livre, parce que j'ai écrit un livre derrière du même nom, En route avec elle, et j'ai voulu choisir cette photo comme couverture parce que je me suis rendu compte qu'il y avait en plus une autre thématique. Ce En route avec elle, il se tournait aussi vers ce elle de Nadège qui était présente et qui, par sa présence discontinue au sein des 8 années de mon voyage, a permis de donner un certain côté humain, si tu veux, à cette histoire, et du coup a donné une grande valeur humaine à ce périple. Voilà. C'est fabuleux, c'est fabuleux. Ça, tu vois, typiquement, tout à l'heure, je te disais, c'est 1 heure de podcast pour faire rêver les gens. Ah voilà, ça y est, tu m'as fait rêver. Voilà. Tant mieux. Ça m'a encouragé à faire un deuxième opus, si tu veux. Juste la lumière. Hein. Un deuxième opus, c'était cette fois de faire le tour de l'Australie en me faisant tracter non plus par un parapente, mais par un vrai kite, donc une petite aile. Qu'on a co-fabriqué avec un féru de kitesurf de mes copains quoi qui a d'ailleurs monté sa marque depuis, Icon. Du coup on a pris une de ces voiles, Icon, et donc copain d'école d'ingénieur, on s'est tous les deux tournés vers ce qui nous faisait vibrer, tu vois, lui vers monter sa marque de parapente de kite, et moi faire ce tour du globe avec ces moyens-là. Et du coup, on a assemblé les deux et il m'a équipé d'une aile de kite et j'ai pu faire comme ça plusieurs dizaines de kilomètres tractés par une aile de kite sur les routes australiennes. Alors c'était plus compliqué parce qu'il y avait des gros camions, des voitures, etc. Et il fallait à chaque fois arrêter l'aile, la mettre au-dessus de ma tête, laisser passer les gros camions, puis remettre l'aile de façon à ce qu'elle me tracte et ainsi de suite. C'est excellent. Je fais du kite à titre personnel et c'est vrai que je visualise parfaitement cette notion de croiser parce que c'est déjà le cas effectivement sur l'eau. Quand tu croises quelqu'un, tu sais, tu fais des bords chacun dans un sens. Il y a une priorité, il y en a un qui lève l'aile et l'autre qui la baisse. Donc je vois très bien ce que tu veux dire. Mais oser le faire sur terre ferme, ça commence à être quelque chose. En plus, je suppose que tu étais encore sur ton vélo. Ah ouais, l'idée c'était être tracté avec le vélo. Ouais. Et non, c'était une idée très très conne et qui était très drôle du coup. mais la police du coin me l'a bien fait comprendre. Alors du coup, j'ai attendu d'être dans le canton suivant pour recommencer, mais il n'était pas question que j'arrête. Mais c'est compliqué. Je le recommande pas parce qu'en fait, moi qui pensais que vu que je faisais le tour de l'Australie, j'étais pas très loin de la côte, supposément. Mais en fait, il y a quand même pas mal de kilomètres entre le bord de mer et la route. Et du coup, dans tous ces kilomètres, si tu veux, tu as des thermiques, des turbulences qui se créent. Et du coup, le vent, il est pas aussi laminaire, c'est-à-dire pas aussi propre que ce à quoi je m'attendais. Et du coup, j'en prenais des grosses rafales. Donc, j'ai été désarçonné des fois. Je me suis pris des belles gamelles. C'était jamais dangereux parce que à chaque fois qu'il y avait pas de fil électrique, il y avait pas d'obstacle qui était sous mon vent. Et j'étais jamais au vent des voitures ou des camions. À chaque fois, j'étais sous le vent. Donc le pire qui puisse m'arriver, c'est d'être éjecté hors de la route. Mais bon, ça enlève pas que voilà, je me suis pris des belles pizzas, comme on dit, des grosses égratignures, quoi. Et voilà. Et alors, donc, si je resitue bien, tu as quand même fait 2 ans et demi avant d'arriver en Nouvelle-Calédonie. Tu as commencé dans quel sens? Tu as tourné autour de la Terre dans quel sens? Alors là, c'est un truc important pour tous ceux qui veulent s'inspirer un peu d'un tel voyage, ou en tout cas se dire, tiens, le voilier stop, j'y avais pas pensé. Eh bien, le voilier stop ne fonctionne que d'est en ouest, c'est-à-dire qu'on va vers le soleil couchant. Parce que l'inverse ne fonctionne pas ou bien fonctionne très mal, c'est très compliqué, parce qu'en fait, les voiliers suivent les alizés. C'est-à-dire les vents qui soufflent un petit peu au nord et au sud de l'équateur.
En plus, tant mieux parce que c'est dans les latitudes chaudes. Et il y a des centaines et des centaines de voiliers qui traversent l'Atlantique chaque année et qui vont dans ce sens-là. Et pareil pour le Pacifique. Donc c'est beaucoup plus facile de trouver un embarquement sur ces routes saisonnières que d'essayer de faire l'inverse. Alors il existe des gens qui reviennent d'ouest en est, mais de un c'est rare, de deux c'est compliqué en termes de navigation, donc les gens sont moins à même de prendre quelqu'un qu'ils connaissent pas, c'est plus technique, voilà, donc plus engagé, etc. Donc là où 100 voiliers iront vers l'ouest, on aura peut-être un voilier qui retournera vers l'est. Donc c'est pour ça que ça m'a imposé un sens, une direction à ce tour du monde. D'ailleurs, je m'en suis rendu compte 3 mois avant de partir. Et du coup, avant, moi, je pensais aller vers l'est et puis me débrouiller une fois que j'arriverai en Chine. Que nenni. Non, non, non. Et du coup, il a fallu que je change de sens dans ma tête. Et ça a été une décision assez dure à prendre. Je suis d'ailleurs tombé malade pendant cette semaine-là et je me suis rendu compte que c'était à cause de ça, parce que ça m'angoissait terriblement. Mais bon, une semaine plus tard, j'étais guéri et tout allait bien. Et alors, juste pour resituer, si tu fais est en ouest, donc pour ceux qui ne suivent pas droite à gauche, c'est la carte, tu descends d'abord en Afrique ou tu pars directement depuis l'Europe vers l'Amérique ? Alors, pour aller un petit peu plus loin dans le détail de ce voilier stop et pour te repérer un peu les gens dans l'espace, la route saisonnière que je visais, c'est un peu la route de base, quoi, celle qui est très 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 prise. C'est des Canaries des îles Canaries vers les Antilles ou bien vers le Brésil. Il y en a deux, A ou B. Du coup, moi, je visais non pas les Antilles, parce qu'une fois aux Antilles, c'est bien gentil, mais il faut encore que j'atteigne l'Amérique du Sud. Donc, je me suis dirigé directement vers le Brésil, avec en suivant, par exemple, le Rallye des îles du Soleil, qui est un regroupement, qui est une organisation qui regroupe quelques dizaines de voiliers qui partent chaque année en octobre de mémoire, et octobre, novembre, et ils traversent en passant par Dakar, le Sénégal, les îles du Cap-Vert, et ensuite on arrive directement au Brésil. Donc voilà. Alors moi je voulais effectivement les Canaries. Le problème c'est que c'est une île, donc il fallait que j'aille aux Canaries, et du coup je suis allé au Maroc essayer de trouver un voilier. C'est depuis la marina d'Agadir, sud Maroc, côté Atlantique, que j'ai trouvé un embarquement après 3 jours de recherche pour les îles Canaries. Voilà. Ensuite, l'idée c'était de trouver enfin c'était vraiment ces deux grandes routes qui ont dessiné le trajet prévisionnel, savoir l'Atlantique, et ensuite pour le Pacifique. Je suis parti du coup du Panama, c'est ce que je visais, en fin février, mi-mars. Là, on a des centaines de voiliers qui viennent non seulement d'Europe, mais aussi de la côte est des États-Unis, qui traversent le canal de Panama et qui se dirigent en grande majorité vers Tahiti, enfin les îles Galapagos, la Polynésie française, donc Tahiti, les Tuamotu, les îles Marquises. J'arrête de vous faire rêver. Et ensuite vers la Nouvelle-Zélande ou bien la Nouvelle-Calédonie, comme moi j'ai fait. Et puis pour finir, souvent sur les côtes australiennes. Et puis il y en a qui continuent encore par l'océan Indien, en passant pourquoi pas par Singapour, qui était aussi ma destination finale de tous mes périples autostop, voilier stop. Donc Singapour qui m'a permis de rejoindre ensuite l'Asie. Là, je te faisais cette petite remarque à aparté parce que quand tu suis par exemple une grande course de voile qui s'appelle le Vendée Globe, ils vont plutôt partir à l'est justement. Ils vont plutôt descendre le long de l'Afrique sur l'Atlantique et puis ensuite passer direction l'océan Indien, puis l'Australie, puis donc ils font l'inverse effectivement de ce mouvement-là. Donc c'est assez comique. Ok. Et alors la traversée Pacifique, elle prend un petit temps quand même parce que autant l'Atlantique déjà c'est quelques semaines, Pacifique tu mets combien de temps? 4 ans. T'as mis 4 ans à traverser le Pacifique ? J'ai mis 4 ans et demi. Alors, pour aller de Panama jusqu'à Singapour, j'ai mis 4 ans ou 4 ans et demi, je crois, de mémoire. Mais okay. Évidemment, on n'est pas 4 ans et demi sur voilier. Alors, je disais tout à l'heure que je m'étais arrêté 1 an en Nouvelle-Calédonie, puis 1 an en Nouvelle-Zélande, puis 1 an en Australie, puis 6 mois au Vanuatu aussi. En fait, si on enlève tous les moments sur Terre,
Je pense que je crois que j'ai passé en tout 90 jours sur l'eau ou plus, ou 6 mois. Je crois 6 mois sur l'eau en tout dans mon tour du monde, sur 20 différents voiliers. Et j'ai vécu, on va dire, 2 ans sur voilier. Donc ça veut dire qu'en fait, 6 mois à faire des traversées sur l'eau et 1 an et demi à rester à l'escale ou des choses comme ça. Donc le Pacifique lui-même, il se traverse en 8 mois en mode voilier stopper, 6, 8 mois, 9 mois, 1 an peut-être. Voilà. Ok, parce que du coup, tu vas par exemple arriver sur les îles au milieu, passer quelques semaines à attendre le prochaine embarcation, et ensuite... Alors, l'idée, c'est quand même de trouver des embarquements. En fait, il y a des phares, il y a des ports d'échange, on va dire, où les échanges sont possibles. Mais entre les deux, c'est compliqué. On va pas se faire débarquer sur un petit atoll des Tuamotu en espérant voir un voilier là où il y en a 3 par an qui débarquent, quoi. Donc, on évite ce genre de bêtises. Et en fait, je suis parti de Panama, je suis allé aux Galapagos. De là, j'ai changé de voilier, mais c'était déjà prévu. J'avais un rendez-vous que j'avais pris depuis Panama. Donc là, par exemple, c'était 15 jours de mer. 15 jours de mer pour les Galapagos. Ensuite, non, je vous dis une bêtise, 8 jours de mer pour les Galapagos. Ensuite, 2 semaines et demie d'escale. Je change de voilier. Je traverse là 21 jours sans voir la Terre. C'était l'une des plus longues traversées que j'ai faites. Jusqu'aux îles Marquises, magnifique petit archipel avec Wapu par exemple, qui restera toujours gravé dans ma tête, ces énormes piquets rocheux là qui montent dans le ciel après 21 jours de mer. Enfin, c'était juste incroyable de voir ces figures de sorties de la mer. C'était juste absolument fou. Donc les îles Marquises où on va d'île en île, mais on reste à chaque fois 3-4 jours sur l'île, puis on repart. Et comme ça, on a pu visiter trois îles de mémoire. Ensuite, on retraverse pour 7 jours. On arrive au Tuamotu. Donc là, on reste à Makemo dans un très bel atoll. C'est ceux qui font rêver, hein. Ceux-là. Et puis on repart pour Tahiti. Et Tahiti, ça c'est un hub. C'est là où on peut échanger. Là, il y a tout le monde qui passe par Tahiti. Où la majorité des voiliers passent par Tahiti pour une escale au moins technique. Et du coup, il est facile de débarquer et de retrouver quelques semaines plus tard un autre voilier. Et du coup, depuis Tahiti, moi je suis parti ensuite, je crois, ah oui, par les îles Tonga, mais une très courte escale, la plus courte de toute même en autostop, j'ai pas fait plus court, 30 secondes. Le voilier arrive, je repère un voilier d'amis qui sont en train de partir, et je les connaissais depuis Tahiti, je leur hurle, mais est-ce que vous allez en Calédonie? Ouais, viens avec nous! Et hop, c'était tiré d'affaire, quoi. Donc vraiment, c'était le changement de voilier, l'escale la plus courte du monde. Et donc là, on continue, du coup encore, du coup, ça a cumulé 21 jours de mer dans les faits, et on arrive en Calédonie où là, je suis resté plus 16 mois. Ensuite, je suis allé en Nouvelle-Zélande, 15 jours de traversée, etc. Ça, c'est pour vous donner un peu des temporalités. Et alors typiquement par rapport à je sais pas, une participation peut-être financière, tu fais comment sur un bateau quand tu fais du stop? Est-ce que tu participes aux courses, aux frais de port, à l'essence, ou rien du tout? Comment ça se passe? En fait, ça s'échelonne sur un spectre. Et il y a toutes les possibilités entre ces deux spectres. Donc à une extrémité du spectre, on va avoir on va dire le croisiériste, c'est-à-dire la personne qui veut faire du voilier et qui loue un charter, quoi, qui est passager. Ça peut aller jusqu'à 150 euros par jour. Donc là, on n'est pas du tout dans le mode voilier stop, évidemment. Là, on vient parler plutôt d'équipiers. Donc on est sur une bourse des équipiers où les navigateurs ou capitaines prévoient de faire une traversée et du coup proposent à des équipiers de venir à bord et de faire cette traversée en partageant les frais du voilier. Alors ça peut être tous les frais, c'est-à-dire la marina, la bouffe, le pétrole, mais aussi les coûts d'entretien du voilier, etc. Donc ça peut être quelques dizaines d'euros par jour.
Par exemple, j'avais Isabelle Autissier là récemment qui partait avec un copain et tout ça dans le Grand Nord. Mais du coup, ça coûte très cher d'aller en Norvège. Ils allaient dans le Groenland, etc. Et j'avais une proposition de venir avec eux. Alors c'était chouette. Je me disais tiens, aller avec une navigatrice d'exception comme ça. Mais effectivement, le coût enfin le deal, c'était participer à tous les frais du voilier. Et ça s'élevait à quelque chose comme 30-40 € par jour. Ce qui, pour moi, en fait, qui est énorme, qui est beaucoup, mais ce qui, en fait, au regard d'un voilier, du coup, d'un voilier, c'est pas grand-chose, voire c'est tout à fait normal. Mais bref, voilà, ça c'est un axe de philosophie, une approche. Et on retrouve ce genre de choses souvent sur les bourses des équipiers. Alors ça peut être moins, souvent c'est 5-10 € par jour finalement. Et puis il y a aussi la façon, alors les anglo-saxons disent broken even, c'est un deal, c'est en fait on aide, on vient en tant qu'aide à bord du voilier, équipier qui vient aider, et du coup on rentre à bord du voilier, on apporte ses compétences et on fournit un boulot, et du coup on aide l'équipage, enfin le capitaine, à faire traverser son voilier. C'est du convoyage. Donc là on est un petit peu rémunéré dans le sens où on paye rien. Il nous paye la nourriture, il paye tout, il défraie tout. Donc si je rentre avec 5 € à bord dans ma poche, et je repars avec 5 € à bord dans ma poche. Voilà. Et ensuite, il y a aussi l'autre extrémité, c'est d'être payé. Alors un petit peu jusqu'à beaucoup. Et du coup, ça peut être très bien payé. Hein. Voilà, ça peut être 100 € par jour, des choses comme ça. Donc moi, j'ai eu les deux cas de figure. Enfin, j'ai eu à payer un petit peu, et puis d'un autre côté, j'ai été payé aussi tout le temps. Mais disons que mon cœur de métier, c'était plutôt de venir avec un deal où je venais aider à bord, donc je venais fournir un service, et du coup, il n'y avait pas d'échange d'argent. Et je me faisais nourrir, déplacer, loger pendant le temps de la traversée. Parce qu'il fallait évidemment que je me situe sur le bon côté du spectre, à savoir que j'avais un but. Du coup, il fallait que je traverse. Donc quelque part, je cherchais pas à être payé pour ça. Ça m'allait bien si on me faisait traverser. Mais en même temps, la temporalité de mon voyage étant tellement énorme. Alors, excuse-moi, il y a une alarme qui s'est mise, donc je te remets. Donc la temporalité de mon voyage étant tellement énorme, qu'il fallait que je réfléchisse un petit peu en termes de la bourse, quoi. Voilà, je veux dire, la bourse, ce qu'il y a dedans, c'était un peu le nerf du combat, donc il fallait que je fasse attention à ça. Donc je pouvais pas vraiment me permettre non plus sur, par exemple, les 2 ans sur lesquels j'ai vécu sur un voilier, je pouvais pas me permettre de débourser 10 € par jour, par exemple. Ça aurait été trop par rapport au budget du voyage sur les 7 ans et demi. Mmh. Et comment tu prépares un tel budget finalement? Tu m'as dit tu pars à 28 ans. Est-ce que tu as travaillé avant pour mettre de côté? Est-ce que tu t'es dit que sur la route tu travaillerais du coup à droite à gauche? Comment ça s'est passé? Alors moi, pour répondre à la question du budget, déjà j'aime bien appeler Bernard Moitessier, l'invoquer. Dans ce qu'il disait, ce navigateur des années 70, il disait que pour gagner de l'argent, ça se fait en 2 étapes. La première, c'est d'éviter de le faire. La première, c'est de faire rentrer l'argent, et la deuxième, c'est d'éviter de le faire sortir. Et du coup, je me suis surtout intéressé à la deuxième étape, c'est-à-dire que j'ai fermé les robinets tout simplement. Et puis par exemple, je sais pas, pour répondre à la question du logement, je me suis acheté une tente tout simplement. Je faisais du camping sauvage intégralement, que ça. Et évidemment, j'étais invité très souvent par des gens qui me voyaient arriver dans le village avec mon gros vélo, etc. Ils me demandaient d'où je venais, et puis ils m'invitaient très gentiment. Donc j'ai énormément bénéficié de la solidarité des gens envers un tel effort, et de vouloir accomplir son rêve avec ses petits moyens. Et justement, c'est ça qui est cool d'y aller avec des moyens très humbles. C'est justement de bénéficier de cette solidarité, et que les gens se sentent proches de notre rêve, et du coup veulent s'y embarquer, et puis nous offrent facilement un repas, à dormir, etc. Bon, bref, ça répond pas totalement à la question du budget. Bon, en tout cas, ce que j'ai réussi à faire, c'est à couper beaucoup de choses, à tel point que je m'étais prévu quelque chose comme 10 € par jour. Et en fait, ce qui représentait, je m'étais prévu quelque chose comme j'ai 20 000 € je crois, ou 40 000 €, je sais plus, sur l'ensemble des 4 ans.
Et en tout cas, j'ai réussi à couper ces coûts par 2 ou 3, le budget par 2 ou 3 en fait, parce que tout simplement, bah, ça coûte tellement rien que de se plonger dans la simplicité heureuse, on va dire, la sobriété heureuse, comme dirait Pierre Rabhi. Ça coûte tellement rien et c'est tellement bon que, en fait, je me suis plongé là-dedans jusqu'à des niveaux que d'aucuns qualifient d'extrême. J'ai envie de dire spartiate en tout cas. Mais c'est vrai, mais en fait, je manquais de rien. En loisir, je faisais du parapente. Enfin, c'est un sport de riche le parapente, je crois, non? Bon, bref, moi j'en faisais tout le temps et puis je vivais avec rien parce que je vivais presque que de ça. J'étais sur des voiliers de milliardaires dans des zones où tout le monde rêve d'y aller, quoi, au Tuamotu par exemple, etc. Donc en fait, en prenant le temps, bah, je me suis forgé une richesse en fait de vie avant que d'être une richesse financière finalement que j'allais dépenser. Donc vraiment, ça a été mon plus gros sponsor, ça a été de ne pas dépenser finalement. Après, en fait, le voyage, c'est aussi un merveilleux vecteur d'opportunités, un accélérateur d'opportunités. Et moi, j'ai la preuve en est quand à Darwin, en Australie, par exemple, en 2014, j'avais 2 mois à tuer en attendant un voilier qui m'amènerait à Singapour. Et dans ces 2 mois, j'ai un ancien capitaine de voilier, Toby, justement, qui m'avait pris, qui habitait là-bas. Donc j'avais un contact qui m'a donné un petit job sur un voilier, à nettoyer un voilier. C'est très long, hein, il faut le policher, voilà. Donc je le polichais et c'était très très long, j'étais tout seul et j'étais pas très bien payé en plus et puis bon bref, j'avais beaucoup d'autres choses à faire, à préparer ma traversée de l'Asie notamment, etc. Du coup j'ai embauché un backpacker qui était dans le coin et donc il faisait avec moi et puis voilà, je l'embauche et puis on fait à deux. Et puis je rencontre plein de capitaines. Et en fait, tous ces capitaines, on voit ce que je fais, ce qu'on est en train de faire, et du coup me disent mais moi aussi j'ai mon voilier à nettoyer. Et du coup j'ai eu plein de chantiers. Et du coup j'ai embauché plein de backpackers à tel point qu'au bout de 2 mois, bah, j'avais monté une boîte et j'avais une équipe qui travaillait sur un voilier, pendant qu'une autre nettoyait le motor yacht d'un autre capitaine, pendant qu'une troisième équipe s'occupait du jardin du capitaine parce qu'ils avaient besoin de faire des choses dans son jardin. Et du coup, il y a Toby qui est passé par là. Il m'a donné le nom de la boîte. Il a dit Holy Polish. Donc polish en anglais, polir. Holy Polish, c'était le nom de ma boîte. Et enfin, ce qui est incroyable d'ailleurs dans la petite histoire derrière, c'est que cette boîte, quand je suis parti, je l'ai d'abord donné en gérance au premier gars que j'avais embauché, mais lui-même est parti au bout de 2 mois. Et en fait, je pensais que c'était terminé. Mais 4 ans plus tard, j'ai eu un coup de fil d'un gars que j'avais embauché à l'époque qui m'a dit tu sais Olivier, il faut que je vienne te voir et que je te raconte l'histoire qui s'est passée après ton départ. Et il m'a raconté qu'en fait lui, quand tout le monde était parti, bah, il a acheté un 4x4, il a posé un business number qui est une sorte de numéro de sirette et il a acheté une machine à policher et il a écumé systématiquement toutes les marinas de la côte ouest australienne. Il a embauché plein de gens et au bout de 6 mois, il revendait la boîte avec plus de 80 000 $ de bénéfices. Il l'a revendé à 2 Brésiliens, qu'il a revendu à un Brésilien et l'entreprise, elle fonctionne encore aujourd'hui en 2020. Quoi. Et c'était en 2014. Mais c'est incroyable. Et attends, donc ça, elle s'appelle toujours Holy Polish ou pas? Non, ils l'ont changé en The Froggies. Donc les grenouilles, parce que le copain, c'est un copain français qui l'a repris, et puis c'est lui qui a changé le nom en The Froggies. Donc en fait, cette petite histoire, elle raconte, alors moi je touche plus rien là-dessus évidemment, mais en fait cette petite histoire, elle raconte à quel point quand on est un peu quand on s'écoute, quand on écoute ses rêves et qu'on finit par faire par donner le premier coup de pédale pour les accomplir quelque part, et ben à ce moment-là, on vibre d'une telle intensité que toutes les opportunités deviennent de l'or dans nos mains parce qu'on est présent, on est réellement présent. Enfin, en tout cas, moi, c'était vraiment l'impression que j'ai toujours vécu pendant ces 8 ans, pendant lesquels j'accomplissais ce que vraiment, ce qui me faisait rêver, ce que pourtant, je risquais tout, hein, en faisant ça. Finalement, je risquais ma carrière, j'ai laissé la copine que j'avais, voilà,
voilà, derrière moi, j'ai laissé mes parents, mes amis, voilà, c'était un vrai sacrifice. Mais en fait, en faisant ces sacrifices, quand on est attiré par quelque chose qui nous fait intensément vibrer, qui nous fait vraiment rêver, et ben à ce moment-là, en fait, l'univers semble conspirer pour faire en sorte que ça marche, je dirais Paulo Coelho dans l'Alchimiste là. Il a une phrase pour ça qui est très bien et ça s'est vraiment vu tout au long de mon périple. C'est à chaque fois qu'il y avait des obstacles, des choses à résoudre, des défis, des choses qui pouvaient faire peur, bah en fait les solutions se retrouvaient dans les opportunités qui passaient finalement. En fait, le voyageur, c'est un opportuniste voilà, au carré quoi. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Mais bien sûr, moi le premier, hein, quand je prends un voyage, et je sais que ça surprend plus d'un de mes amis, quand je fais un voyage, en fait, je dis je vais là, et j'ai un avion aller, un avion retour. Et tout le reste, c'est de l'improvisation. Et c'est vrai que ça peut surprendre. L'été dernier, j'ai fait un petit passage en Inde en moto. Bah, j'ai pris un billet avion aller, un billet avion retour. Et entre-temps, ben, sur place, j'ai trouvé ma petite agence de location pour la petite moto locale Royal Enfield que j'ai emmené dans les montagnes quelques semaines. Et puis je suis revenu. Enfin voilà, ouais, c'était que de l'improvisation. Et en fait, c'est comme ça que je trouve que ça fonctionne bien parce que, comme tu dis, il faut faire confiance à ce que l'univers nous met à disposition et ça marche plutôt bien. J'ai une question peut-être pour comprendre. Donc t'es parti en tout presque 8 ans. Est-ce qu'initialement c'était un voyage que tu voulais faire seul ou est-ce que tu t'étais déjà dit au début que tu voulais t'accompagner parce que tu as parlé de Nadège qui t'a accompagné quand même sur la route. Est-ce que dès le début c'était un voyage que tu voulais faire à deux ou est-ce qu'au début t'es vraiment parti tout seul? Non, alors au début en fait, d'abord le début c'était à l'âge de 14 ans. Et donc à l'âge de 14 ans, bah quand on lit un truc et qui nous fait rêver, on a envie de faire exactement pareil. Donc dans le bouquin, tu me confirmes, c'est celui de Tesson ou pas? Le bouquin, c'est celui de Alexandre Poussin et Sylvain Tesson? Oui, alors on a roulé sur la terre, oui, de Sylvain Tesson et Alexandre Poussin. C'est ça, c'est celui-là. Ok. Et du coup, ils étaient deux, donc je me suis dit, un pote d'école, bon bah très bien, bah, je vais trouver un pote d'école ou un pote et puis j'irai avec lui, tac. Sauf que les années passant, en fait, j'en parlais pas vraiment de ce truc parce que bah, je me l'étais mis au fond du crâne. Et puis bon, bah il y a eu différents candidats, puis candidates, puis en fait, puis les années passent, les choses se défont. Et finalement, après différentes déconvenues de trouver des camarades de voyage ou des camarades avec un E, et ben en fait, j'ai voulu partir seul. Et j'étais très content de la chose. Et je me suis dit, mais en fait, c'est très bien, c'est la seule façon de le faire bien, parce que y a que moi qui le rêve de cette manière. Et c'est pas un truc universel que de vouloir faire le tour du monde à vélo. Et en tout cas, de cette façon-là. Et du coup, c'est très personnel, il vaut mieux que je parte seul et que je le fasse seul. Et c'est là que j'ai fait, qui s'est passé le truc qu'il faut surtout pas faire quand on a envie de partir longtemps en voyage, c'est de tomber amoureux 3 mois avant le départ. Et donc, tu as deviné, c'est là que j'ai rencontré Nadège. Et bah du coup, j'étais décidé à partir seul à ce moment-là, à J-3 mois. Et je suis parti seul en ne l'invitant pas à venir. Elle me l'a reproché d'ailleurs plus tard. Elle me dit, mais comment ça tu m'invites pas? Et en fait, je dis, bah tu serais venu? Elle m'a dit, bah non, de toute façon non, parce que j'ai mon boulot, etc. Mais en fait, je l'ai pas invité à venir sur le coup. Je voulais partir seul, mais je l'ai invité par contre à venir me rejoindre au moins après quelques mois d'être en solitaire, de pouvoir goûter à ce voyage au moins en début en solitaire. C'est comme ça qu'elle m'a rejoint 1 an plus tard pour 8 mois. Puis elle est repartie pour 9 mois, elle est partie en France. Puis elle est revenue me rejoindre pour 2 ans et demi de pérégrination ensemble. Donc dans l'idée, c'était de le faire en entier à ce moment-là. Et puis au bout de 2 ans et demi, elle est repartie à la maison en France parce que le voyage était trop pesant dans le sens où elle n'avait pas l'impression de forger, de fabriquer quelque chose dans sa vie. Et elle était toujours, elle a pas su ou on n'a pas su tous les deux faire en sorte que ça soit aussi son rêve. Et en fait, finalement, elle était plutôt dans le suivi de mon rêve à moi. Et ça, c'est très compliqué sur le long cours parce que le quotidien d'un voyage comme ça, c'est assez éprouvant. Il faut avoir une grosse réserve mentale d'énergie pour pouvoir continuer à sourire
tout du long. Et moi, j'avais pas de soucis là-dessus. Mais elle, de temps en temps, c'était compliqué, quoi. Et du coup, elle est repartie. Donc, et moi, devant moi, j'avais 2 à 3 ans de voyage avant de rentrer en France. On était en Australie à ce moment-là, donc l'autre bout du monde. Et donc, ça a été un rude coup pour moi. Et du coup, il était question de qu'est-ce qu'on fait tous les deux. Donc, la question s'est gravement posée. On y a répondu, on arrête. Puis après, au moment de partir, on a dit, mais en fait, on peut pas arrêter, c'est pas possible, on s'aime trop. Donc, non, on va essayer de se retrouver plus tard. Et puis, du coup, finalement, elle est revenue au bout de 10 mois, elle est venue passer 1 mois ensemble, et puis elle est repartie en France. Enfin bref, en tout et pour tout, elle est restée 3 ans et demi en voyage, et du coup 3 ans et demi à peu près où j'étais tout seul. Voilà, moitié. Incroyable. Et vous avez des enfants, si c'est pas indiscret? On les a perdus en route. Non, on n'a pas d'enfants. On n'a pas d'enfants. En fait, moi, j'ai un enfant, c'est mon bouquin. C'est le bouquin que j'ai écrit après mon retour. Et ça, on dit que les hommes peuvent pas accoucher, mais en fait, c'est faux. Il suffit que tu prends un ingénieur mécanique qui a toujours été nul en cours de français. Tu lui mets avec l'idée ferme de partager son voyage à travers un livre, parce que c'est ça qui l'avait fait rêver au départ et qu'il a envie, lui, à son tour, de transmettre ce flambeau de l'inspiration, on va dire. Et puis, tu le fais écrire comme ça pendant 2 ans. C'est hyper douloureux. Mais c'est très douloureux parce que c'est compliqué d'écrire. En tout cas, pour moi, ça a été très, très compliqué. Mais du coup, au moment de le sortir, le bouquin, ça a été vraiment comme un accouchement. Donc, voilà pour mon petit enfant à moi. En termes d'enfants, après, le modèle, de la famille, de faire des enfants, etc., c'est pas ça qui nous fait vibrer. Et du coup, on fait pas d'enfants parce que on n'en est pas à devoir repeupler le monde, je crois. Il y en a qui le font très bien. Ok. Quand t'es rentré, du coup, tu m'as dit 2015, fin 2015, à partir de début 2016, donc ça fait maintenant 4 ans que t'es rentré. Qu'est-ce que tu fais? Tu reprends un travail? Comment ça se passe derrière? Non, alors là, j'arrive, la ligne d'arrivée devant moi, tac, et là il y a quelque chose qui se met dans ma tête. Donc là, j'avais parlé de Bernard Montessier et j'en reparle maintenant. Il a écrit un truc très beau là-dessus. Il disait qu'il existe 2 choses terribles pour l'être humain, pour l'homme. C'était la première, c'est d'avoir jamais accompli son rêve, et la deuxième, c'est d'avoir justement accompli son rêve. Et moi, c'était dans ce dilemme-là que j'étais. J'avais cette ligne d'arrivée, c'est-à-dire la terminaison de mon tour du monde, cet immense phare qui m'appelait de sa lumière depuis 7 ans et demi, qui me faisait avancer, qui me faisait lever le matin, qui me faisait me rendre simplement heureux le soir d'avoir juste accompli quelques kilomètres dans cette direction. Et en fait, en passant cette ligne d'arrivée, le couperet était net, et j'allais arrêter net cette source d'énergie, de motivation, si tu veux, parce que j'allais laisser derrière moi ce pourquoi je m'étais battu, j'avais mis toute cette énergie dedans pendant 7 ans et demi. Donc c'est compliqué. Il fallait absolument à ce moment-là que je retrouve un rêve encore plus grand que celui qui m'avait porté jusque-là avant ça. Et c'est finalement dans les interactions avec les gens que j'ai trouvé une graine de possible. C'était notamment à l'arrivée, mais il y a eu beaucoup de journalistes, des gens d'abord qui étaient là, une centaine de gens qui étaient là pour m'accueillir. Il y avait aussi des journalistes, etc. J'ai eu plein d'interviews, de machins comme ça. Et puis il y avait aussi tous ces gens qui, tout au long de ce tour du monde, m'avaient abordé simplement en me disant qu'est-ce que tu fais, vas-y raconte, c'est quoi ton histoire, pourquoi tu fais ça, etc. Et en fait, moi, je comprenais pas au début pourquoi ces gens-là voulaient savoir ce que je faisais dans ma vie. Enfin, c'était pas si intéressant que ça. Et en fait, jusqu'au jour où il y a un type qui m'a dit, mais en fait, Olivier, il faut que tu comprennes que toi, là, t'es en train de faire de ton rêve une réalité. Et ça, en fait, c'est précieux dans notre société contemporaine. On est très éloigné des rêves. On a un peu abandonné nos rêves.
Et du coup, c'est précieux quand on voit quelqu'un qui peut nous passer ce flambeau de l'inspiration. Et je me suis rappelé à ce moment-là que moi aussi, je l'avais reçu de Sylvain Tesson, de Alexandre Poussin, de mon grand frère, de Mike Horn. J'avais reçu ce flambeau et que peut-être c'était là le nouveau rêve, la nouvelle utilité sociale déjà que je pouvais avoir. Et puis par là même, peut-être un nouveau rêve qui pouvait me porter. Je ne sais pas s'il est encore plus grand que celui d'avant, mais en tout cas, il pouvait me porter un peu plus loin. Et du coup, voilà. Donc, je me suis orienté vers ce partage, le temps du partage, qui est l'après-retour. Et du coup, c'est dans cette mouvance-là que j'ai décidé d'écrire mon livre, donc En route avec elle, que j'ai pu enfin sortir 2 ans plus tard, donc il y a un peu plus de 2 ans. Et que je fais aussi des conférences, alors du coup devant tout public, des écoles, des entreprises aussi qui demandent par exemple de faire d'animer quelque chose, de les inspirer sur certaines valeurs comme la responsabilité, la liberté. Accomplir son rêve, c'est aussi accomplir un projet, se réunir autour d'un rêve, c'est autour d'un projet aussi, d'entreprise. Enfin, tout ça, il y a beaucoup de synonymes finalement. Et puis, de temps en temps, des festivals d'aventure, etc., qui sont un public acquis, j'ai envie de dire, qui me permet aussi de pousser les gens vers les portes de la grande route, quoi, du grand dehors. Voilà. Il y a aussi donc j'ai l'impression que tu es habitué à présenter et parler de ta vie. Est-ce que alors du coup c'est une double question. Est-ce que tu t'en lasses pas d'un côté et d'un autre, est-ce que t'as pas l'impression d'exposer un petit peu trop quelque chose qui ne regarde que toi? Ouais, alors cette question-là, elle est super intéressante parce que je suis pas le seul dans ce cas-là. Je pense que les autres gens que tu interviews dans tes podcasts ont aussi cette question-là à se poser. C'est jusqu'où on va raconter et pourquoi on le fait. Est-ce qu'on le fait pour le raconter? Est-ce qu'on le fait pour le partager ou est-ce qu'on le fait pour soi? Donc moi, évidemment, on est dans un spectre. Alors moi, je suis assez clair là-dessus, en tout cas avec moi-même. C'est que je suis parti par jeu. Je suis parti par passion de trouver quelque chose sur la route. Et en aucune manière, je cherchais à vraiment le partager. Par contre, j'ai très vite vu qu'il y avait un potentiel de me réorienter professionnellement en le partageant justement. Et du coup, si tu veux, moi, l'ingénierie aéronautique, enfin dans l'industrie, etc., c'est pas un modèle qui me convient. C'est quelque chose qui aujourd'hui, j'en suis même allergique. Donc il fallait, si je pouvais, avec ce voyage, faire en sorte que je fasse d'autres aventures par la suite, quelque part. Alors peut-être que c'est un peu présomptueux, mais me faire un nom dans ce monde de l'aventure, dans ce monde qui me plaît, qui me fait vibrer. Dans ce cas-là, parce que quand ça nous fait vibrer, on devient bon, tout simplement. Quelqu'un qui a la passion de faire ce qu'il fait, naturellement, il y a une tendance très forte à être bon. Et du coup, c'est pour ça que je le partage, parce que c'est très logique, ça tombe sous le couperet du bon sens. Alors maintenant, jusqu'où est-ce que je vais le partager? Il faut accepter effectivement de se livrer. Et je pense que c'est une forme d'honnêteté envers son public que de se livrer, jusqu'à un certain point, bien entendu, mais d'avoir une part personnelle de livrer au public. Et c'est comme ça qu'on devient finalement, que le récit devient touchant, qu'on arrive à englober, à prendre l'autre, à créer l'empathie et à faire en sorte que les gens se reconnaissent et finalement partent à leur tour, non pas sur un tour du monde, sur un voyage ou autre, mais partent dans ce qui les font vibrer. Ça peut être créer sa boîte, ça peut être ouvrir son petit magasin de tabac presse, ça peut être déclarer sa flamme à son voisin ou à sa voisine, ça peut être aussi de partir en tour du monde à vélo, stop et parapente. Et il y en a qui sont partis après moi, et c'est ça qui est beau. Et j'en suis immensément heureux quand je les vois partir avec les moyens aussi proches que ce que j'ai fait moi. C'est comme des petits bébés qui se renouvellent. Mais vraiment, c'est quelque chose d'assez universel que je cherche à transmettre aujourd'hui. C'est la motivation et le courage de donner le premier coup de pédale. Voilà.
Donc ouais, il y a un côté où des fois je me dis ouais, c'est un peu répétitif. Et il y a quelque chose que je déteste, par exemple, c'est de raconter ce voyage dans une conversation non formatée, genre non cadrée. C'est-à-dire dans une soirée, quand le sujet tombe là-dessus, que les amis me présentent comme par exemple là il a fait ça, j'évite en général d'en parler moi-même et je me retrouve à devoir répondre à des questions que je réponds dans des formats plutôt conférences ou podcasts comme on le fait. Moi, j'apprécie beaucoup plus prendre un cadre. On a 1 heure, on a 2 heures, on parle de ça. Je fais une conférence, je présente bien les choses, je mets tout en avant, je choisis mes mots, j'ai travaillé sur comment j'allais raconter, qu'est-ce que j'allais amener, et de quelle manière j'allais amener telle ou telle valeur de ce que je cherchais à partager. Et du coup, là, c'est agréable. Et là, il y a des questions-réponses, etc. Le faire dans un cadre, c'est agréable. Et par contre, le faire de façon décousue, voilà, des fois, je le vis pas très bien. Non, mais je comprends très bien. Est-ce que tu as des éléments ou des choses, des voyages peut-être, ou des destinations que tu n'as pas faites, t'es triste de pas avoir faites, que tu regrettes de pas avoir faites? Est-ce que tu vas repartir en fait un jour? Bah, franchement, en fait, je suis pas du tout, mais alors pas du tout parti pour des destinations précises. Euh, Prenons Cusco, par exemple. Je suis passé à 50 ou 30 kilomètres de Cusco. Euh, Bien sûr, j'avais l'idée d'aller au Machu Picchu pour aller le voir, ce truc-là, que tout le monde en parle, etc., mondialement connu, etc. La mecque du voyageur en Amérique du Sud, quoi. Et ben en fait, il faisait beau, j'avais des bonnes conditions pour faire du parapente, et j'étais avec Nadège, un ami d'enfance, et on a décidé ensemble, oh ben non, on va pas y aller, parce qu'on préfère aller faire du parapente à côté. Et puis on n'avait pas que ça à faire. Donc on n'y est pas allé. On s'est retrouvé assez content de pas y être allé et de voir que tout le monde y va et que nous non, parce que c'est pas ça qui nous intéresse vraiment. C'est plutôt ce qui se passe sur les bords des routes, sur le bord de notre chemin. En fait, moi j'étais un vaisseau là avec mon petit vélo comme ça. Et c'était comme au cinéma. En fait, en faisant avancer le vélo, ça faisait tourner la bobine. Et il se passait des choses. J'avais pas besoin d'aller à tel ou tel endroit. Donc, je me suis détaché des endroits où aller, même s'il en est resté quand même. Il y a des endroits où je tenais à passer par là, à regarder, à y être simplement, la magie du lieu, à ressentir cette magie du lieu et avoir des grands phares comme ça. Mais c'est vrai que majoritairement, quand je m'attendais à quelque chose de super terrible, etc., et ben j'étais majoritairement déçu. Donc, j'ai appris à ne pas attendre, à plutôt aller là-bas parce que tiens sur la carte ça a l'air sympa, mais surtout pas regarder les guides du Routard, Lonely Planet ou autres guides du néo-voyageur 3.0. Oui, puis finalement alors ils font un travail très comment dire, très complet de description de ce qui existe actuellement. Moi je suis le premier à pas suivre non plus ce type d'ouvrage, même si il faut quand même admettre qu'ils sont assez complets. Je pense qu'il y a un aspect de chacun se fait son avis. Donc c'est vrai que quand tu arrives sur place, t'es peut-être pas forcément d'accord avec ton voisin en regardant la même chose. Ça regroupe beaucoup de choses pour un grand nombre de voyageurs qui aiment bien ne pas partir les mains vides. Moi, je constate un peu comme toi qu'effectivement, avec un lieu, un objet, un musée, quelque chose d'assez incroyable, quand tu as deux personnes très différentes face à cette typiquement, c'est les fameuses merveilles du monde. Hein. On parle du Machu Picchu. On peut ne pas l'apprécier de la même façon. Et je comprends très bien que tu te dises, parce que j'ai eu également ce sentiment durant mes voyages à moi, de sentir que certains avaient un engouement pour un lieu en particulier que je ne partageais pas. Olivier, ça fait bientôt 1 heure qu'on discute ensemble, donc merci déjà de prendre tout ce temps. Avant de se quitter, un premier point rapidement, de comprendre comment on fait pour te suivre. Tu as parlé d'un livre que tu as écrit, quelles éditions, et il est disponible où? Alors, c'est le livre En route avec elle. C'est un bon gros pavé. Mais j'ai essayé d'être aussi concis que possible pour mettre 7 ans et demi là-dedans.
et toute ma vie par derrière en plus. Il a été édité c'est une coédition En route avec elle avec les éditions du Chemin des Crêtes et il est disponible un peu partout. Mais en fait, si les gens veulent faire en sorte que ça soit l'auteur qui soit récompensé au mieux, moi j'ai un stock d'auteurs en fait que je dédicace et que j'envoie directement aux gens. En ce moment de confinement en plus, j'offre les frais d'envoi. Alors voilà, pour donner un petit boost et puis faire aider les gens à s'évader malgré le confinement. Et du coup, le site internet, c'est enrouteavecelle.com, AILE, mais il y a aussi la page Facebook sur laquelle on le retrouve, dans la boutique de la page Facebook, qui est En route avec elle, AILE pour le mot L. Ok, super. Tu as une donc page Facebook, tu m'as dit, tu as d'autres types de réseaux sociaux qu'on peut suivre Alors, j'ai rencontré des petits jeunes qui m'ont dit qu'Instagram, c'était le truc du moment. Et donc j'ai mis un Instagram aussi sur lequel je relate mes aventures en ce moment, parce qu'il y a beaucoup de petits projets qu'on fait, que je fais avec d'autres personnes qui sont parties elles aussi à l'aventure sur des trucs assez magiques, dont Beyond Element. Donc aujourd'hui on propose même d'amener les gens sur un bateau à apprendre le parapente et à apprendre le voilier. Donc, c'est des séjours d'une semaine, voilier, stage de parapente, itinérant, enfin découverte du monde du parapente, et où les gens vont apprendre à manier une aile de parapente et à découvrir un peu les sites que nous-mêmes on connaît pas forcément très bien. Et du coup, on les invite dans notre monde d'expérimentateurs du grand dehors. Et du coup, le prochain opus c'est en septembre prochain, et on le fait en général à l'automne et en mai. Il y a aussi l'équipe Solidream avec lequel je fais pas mal de choses et on a notamment fait une aventure de traverser des Pyrénées en marche et vol uniquement. Et du coup, eux qui sont pas du tout pilotes de parapente à la base, on sont mis à apprendre le parapente et en tant que débutants sont partis sur ces 7 semaines d'aventure, on a tourné un film où je les ai accompagnés. Et donc ça s'appelle L'école du ciel aussi. Donc voilà. C'est des moyens de suivre et puis de voir un petit peu ce qui s'est fait par la suite derrière ce tour du monde. Bon bah écoute, super, on ira se renseigner. Et pour terminer, une dernière question pour quelqu'un qui écoute, qui rêve, qui se pose des questions également par rapport à un voyage comme ça. Qu'est-ce que tu conseilles à quelqu'un qui veut partir ? En fait, c'est un truc, je m'en suis rendu compte surtout en écrivant mon livre. C'est bête, et je me suis dit que ça s'appliquait pas mal à la vie et aux grands projets en général. C'est un peu rude à entendre, mais il faut accepter de commencer par faire quelque chose de nul. Et notamment dans l'écriture, ça marche très bien. Accepter d'écrire sur la page blanche des phrases qui sont nulles, d'écrire de la merde, comme je disais. Et je me disais, accepte d'écrire ça et ensuite relis-toi. Et en fait, en acceptant aussi de partir sur les trucs, et au moins pars. Et au moins fais le premier coup de pédale. Et ensuite, les choses vont se mettre en avant et c'est là où ta magie personnelle va prendre le pas et va créer, depuis cette graine de départ qui est peut-être pas très brillante, va créer quelque chose d'absolument magique. Tant que tu y mets du cœur et du temps et de la détermination, alors il va se créer quelque chose de magique. Donc voilà, faut pas hésiter à se lancer, c'est peut-être le message le plus fort que je puisse donner, quoi. Ok. C'est vrai que ça rejoint un peu mon mojo. Mon mojo à moi, c'est le monde appartient à ceux qui osent. Voilà. Et donc, c'est vrai. Il faut oser pour se lancer. Sinon, c'est sûr que c'est plus difficile de poursuivre la suite. Merci, Olivier, de tout ce temps et de ton récit. C'était fabuleusement inspirant. Ça m'a bien fait rêver, je peux te dire. Et donc, à l'occasion de pouvoir se retrouver sur une dédicace d'un livre ou autre part, je serais ravi de pouvoir renouveler ces échanges. Autour d'une pizza, mon cher. À bientôt et merci pour ton intérêt et puis à tous les auditeurs pour leur intérêt à m'avoir écouté jusque-là. À bientôt, Olivier. Ouais, merci, à bientôt.
Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager à au moins 2 personnes pour le faire connaître encore plus. Et pour ne rien rater des prochains épisodes, abonnez-vous à la page Facebook et à la chaîne. À bientôt!